Les rires résonnent dans les banlieues du Texas, les sacs se remplissent de sucreries, les citrouilles veillent à la lueur des bougies. Mais derrière les fenêtres closes, un homme prépare autre chose qu'une simple soirée d'Halloween. Dans quelques heures, le mythe du bonbon empoisonné cessera d'être une rumeur. Et dans l'obscurité des rues, un père de famille tient la main de son fils, sans savoir que ce sera leur dernier Halloween ensemble. Voici l'histoire du Candyman, l'homme qui a transformé la légende en cauchemar. Salut à tous, c'est Manaria, j'espère que vous allez tous bien. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler d'affaires où des bonbons empoisonnés ou piégés auraient été distribués le soir d'Halloween. Je sais que j'ai des Canadiens et des Américains parmi vous, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, chez nous, en France, Halloween n'a pas du tout la même ampleur. Et honnêtement, des histoires pareilles, j'en ai jamais entendu parler ici. Toujours est-il que j'ai fait mes petites recherches sur l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui et je suis tombée sur des trucs complètement incroyables. J'espère que vous êtes prêts à les entendre. Avant de commencer, je tenais encore une fois à vous dire merci. La communauté continue de s'agrandir et celle déjà en place reste toujours aussi bienveillante. Et je voulais vous remercier pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche, likez la vidéo, tout ça. Ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Un grand merci à ceux qui le feront. Mais allez, on va commencer l'histoire. Donc je vous invite à vous installer en mode confort. Et dans un premier temps, réfléchissez. D'après vous, y a-t-il un risque de manger des friandises distribuées par de parfaits inconnus ? Chaque année à Halloween, des millions d'enfants frappent aux portes, le sourire aux lèvres, un seau plein de friandises à la main. Et a priori, chaque année, beaucoup de parents vérifient les bonbons avant de les laisser manger. Pourquoi ? Parce qu'une rumeur persiste depuis des décennies, celle des bonbons piégés, voire pire, empoisonnés. D'où vient la peur des bonbons piégés ? Tout d'abord, un court rappel de ce qu'est la fête d'Halloween pour nos voisins américains. Halloween trouve ses racines bien avant son arrivée aux États-Unis. Tout commence, il y a plus de 2000 ans, avec la fête celte de Samhain, célébrée en Irlande et en Écosse pour marquer la fin de l'été et l'entrée dans la saison sombre. Les Celtes croyaient qu'en cette nuit du 31 octobre, le voile entre les vivants et les morts s'amincissait, permettant aux esprits de revenir parmi les hommes. On allumait alors des feux, on portait des masques pour se protéger des âmes errantes, et on laissait de la nourriture devant les maisons pour apaiser les fantômes. Au XIXe siècle, lorsque des millions d'Irlandais et d'Écossais émigrent vers les États-Unis, ils emportent avec eux ces traditions. Peu à peu, Samhain se transforme. Le feu de la superstition devient une fête populaire, mêlant croyances anciennes et esprit de communauté. Les lanternes faites de navets deviennent des citrouilles sculptées, les déguisements se démocratisent, les enfants vont frapper aux portes, et la phrase « un bonbon ou un sort » apparaît dans les années 1930. Avec le temps, les médias, les films et la publicité transforment Halloween en symbole national. C'est ainsi qu'une ancienne fête païenne, célébrée autrefois pour éloigner les morts, est devenue une des nuits les plus populaires d'Amérique. Pendant des siècles, Halloween fut une fête de partage et de rire, où l'on conjure la peur par le déguisement. Mais à mesure que la société moderne s'est éloignée de la superstition, une autre peur, bien plus rationnelle, a pris sa place. Celle des bonbons empoisonnés, des friandises trafiquées, ou encore des pommes piégées, alimentées au départ fin du 19e avec l'arrivée de la révolution industrielle. Autrefois, les sucreries étaient faites à la maison.
ou achetées chez un confiseur du quartier. Quelqu'un qu'on connaissait et en qui on avait confiance. Mais lorsque la production alimentaire est passée aux mains d'inconnus, dans de grandes usines, avec des ingrédients mystérieux et des machines, glucose bon marché, traces de cuivre provenant de vieilles casseroles non protégées, colorants à base de goudron, ou hygiène douteuse en cuisine, dans les journaux américains, des histoires étranges commencent à être relayées. Des bonbons contaminés, des enfants malades, des rumeurs de poison. Pour l'instant, pas de réelle affaire prouvée. Surtout des rumeurs, des peurs incrustées qui ressortent chaque année. Mais en 1959, pour la première fois de manière médiatique et judiciaire, la rumeur prend forme. Ce soir-là, en Californie, un dentiste distribua plus de 400 pilules déguisées en friandises. Une farce d'Halloween devenue une affaire criminelle. Je vous raconte ça rapidement. Nous sommes le 31 octobre 1959, dans un quartier tranquille à Fremont, en Californie. Les enfants rentrent de leur tournée d'Halloween, les bras chargés de friandises. Mais ce soir-là, dans certains sacs, les parents découvrent quelque chose d'étrange. De petites pilules blanches en forme de cœur, enrobées de sucre, qui ressemblent à des bonbons, mais n'en sont pas. Intrigués, les parents commencent à enquêter. Très vite, tous les soupçons convergent vers une maison. Celle du docteur William Shine, un dentiste respecté, installé ici depuis des années. Pour en avoir le cœur net, il décide de le piéger. Quelques enfants retournent frapper à sa porte avec des sacs vides. Et cette fois encore, les mystérieuses pilules apparaissent. La police est immédiatement prévenue. 16 plaintes sont déposées et des analyses sont menées. Le résultat tombe. Ce ne sont pas des bonbons, mais des comprimés d'un laxatif très puissant. La dose pour un adulte, 2 comprimés. Certains enfants, eux, en ont reçu jusqu'à 30. Plusieurs tombent malades, victimes de vomissements et de fortes douleurs abdominales. Je vous laisse imaginer l'horreur dans les... Non. Heureusement, aucun ne meurt. Les pilules étaient si amères que la plupart des enfants les avaient recrachées. L'affaire secoue toute la ville. Pourquoi un homme aussi respecté aurait-il fait une chose pareille ? Était-ce une plaisanterie morbide, une vengeance ou la folie d'un soir ? Après avoir disparu durant une dizaine de jours, il finit par se rendre. Le dentiste est reconnu coupable d'outrage à la pudeur, une étrange qualification pour un geste jugé indécent. Sa peine, 4 mois de prison avec sursis, 2 ans de probation et une amende. Voilà une histoire qui participe aux légendes urbaines et celle des croyances à propos des bonbons empoisonnés ou trafiqués. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé des dizaines de dossiers classés d'enfants décédés dans les jours qui suivaient Halloween. Des affaires mystérieuses, souvent attribuées à des bonbons empoisonnés, avant que la vérité soit révélée. Comme cette fillette morte soudainement pendant la chasse aux friandises. Tout le monde crie au poison, à l'empoisonnement d'Halloween, jusqu'à ce que l'autopsie révèle une malformation cardiaque non détectée. Une autre, décédée dans la nuit, après s'être couchée, le ventre plein de sucreries. Encore une fois, les soupçons se portent sur les bonbons, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle souffrait en réalité d'une infection au streptocoque. Et puis, une un peu différente qui m'a horrifiée. En 1970, dans la région de Détroit, dans le Michigan, un petit garçon de 5 ans est retrouvé mort, après avoir mangé ce que ses parents croient être un bonbon contaminé. Les analyses révèlent la présence d'héroïne. Très vite, les médias s'enflamment. Un enfant tué par un bonbon de la drogue. Les autorités redoutent une vague d'empoisonnement. Mais la vérité, elle, est bien plus sordide. L'enfant n'a pas été victime d'un inconnu. Il avait simplement trouvé par hasard la réserve d'héroïne de son oncle. Et pour le protéger, sa famille a eu l'idée folle de saupoudrer la drogue sur ses bonbons, espérant faire croire à un empoisonnement d'Halloween. Le drame était bien réel, mais le mythe, lui,
servait finalement d'alibi. Et toutes ces histoires, tous ces bruits de couloirs, ces croyances lointaines, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Car 4 ans plus tard, en 1974, un homme va s'en inspirer. Et c'est maintenant que nous allons plonger dans la véritable affaire de cette vidéo. L'affaire Ronald Clark O'Bryan, l'homme qu'on a accusé pendant longtemps d'avoir tué Halloween. Bienvenue chez les O'Bryan, une famille texane ordinaire composée de Ronald Clark, 30 ans, de sa femme Dainen, 29 ans, et de leurs 2 enfants, Timothy, 8 ans, et Elizabeth, 5 ans. Ils vivent à Deer Park, une banlieue résidentielle de Houston, typique du Texas des années 1970. Des maisons alignées, des pelouses bien tondues, des voisins qui se saluent chaque matin. Une ville paisible, marquée par le travail industriel et la foi chrétienne, où chacun rêve simplement d'une vie stable. Ronald travaille comme opticien chez Texas State Optical depuis quelques années. Un emploi honnête, mais mal payé. De quoi subvenir aux besoins du foyer, sans excès. Les O'Bryan font partie de cette classe moyenne basse qui s'accroche à ses valeurs. Travail, famille, religion. Ronald est aussi diacre à la Second Baptist Church, une grande église protestante de Houston. Il y chante dans la chorale chaque matin et s'occupe même du service de transport en bus pour les fidèles les plus éloignés. En apparence, la famille O'Bryan mène une vie exemplaire. Arrive enfin le soir d'Halloween. Les enfants trépignent d'impatience. Ce soir, on se grime, on rit et on chasse les bonbons. La famille O'Bryan est invitée chez des amis proches. La famille Bates, qui a 2 enfants du même âge que Timothy et Elizabeth. Les 2 pères ont prévu d'accompagner les enfants pour la tournée des maisons. Cela fait déjà 2 semaines que Ronald a choisi les costumes de ses petits. Il a hâte de les voir courir dans les allées de Pasadena, un quartier un peu plus riche que le leur, où les maisons sont mieux décorées et les friandises plus généreuses. Après sa journée de travail, Ronald rejoint sa famille déjà arrivée chez les Bates. Les 2 familles partagent un dîner avant de sortir. Mais ce soir-là, le temps tourne et la pluie commence à tomber. Ce qui décourage un des 2 enfants Bates, qui finalement décide de rester au chaud avec les 2 mamans. La pluie oblige la petite troupe de monstres à se limiter à quelques rues, mais largement suffisante pour collecter une belle dose de bonbons. Une maison après l'autre, les enfants frappent et remplissent peu à peu leurs sacs de bonbons. Puis, ils arrivent devant une demeure qui semble vide. Les lumières sont éteintes. Pas un bruit ne filtre à travers la porte. Ils frappent quand même. 1 fois, 2 fois, mais rien. L'impatience les gagne. Les enfants finissent par rejoindre en courant Jim Bates, resté sur le trottoir à les attendre. Mais Ronald, lui, reste en arrière. Seul, dans l'obscurité, sous la pluie qui s'intensifie. Une trentaine de secondes plus tard, il réapparaît. Dans sa main, il agite plusieurs grands tubes colorés en plastique. Des Pixie Sticks. D'immenses bâtons de poudre sucrés et acidulés. Très populaires chez les enfants américains. Il s'exclame avec enthousiasme que les riches voisins distribuent des friandises de luxe. 5 tubes exactement. Ronald en remet un à chacun des enfants présents et met les autres de côté, notamment pour en rapporter à l'enfant Bates, resté à la maison. Mais la pluie redouble, les vêtements sont trempés, les sacs débordent de friandises, il est temps de rentrer. Sur le chemin du retour, le groupe croise un jeune garçon de l'église venu frapper à la porte des Bates. Ronald le reconnaît aussitôt, lui adresse un grand sourire et lui tend quelques friandises, parmi lesquelles une Pixie Sticks. Quelques minutes plus tard, la petite troupe se sépare. Les O'Bryan rentrent chez eux. La pluie continue de tomber doucement. Ronald prépare les enfants à aller se coucher. Avant de les envoyer dans leur chambre,
il leur accorde ce petit plaisir qu'attendent tous les enfants après Halloween, choisir une friandise. Timothy hésite, observe son butin, et son père l'encourage à prendre l'un de ces longs tubes colorés, les fameux Pixie Sticks. Étrangement, il n'est pas scellé comme à l'habitude. Une agrafe referme le tube. Timothy peine à l'ouvrir, Ronald s'approche, déplie le métal, l'aide du bout des doigts. Timothy porte le tube à sa bouche et tente d'en verser le contenu, mais rien ne tombe. Le sucre semble figé, durci. Ronald saisit le tube entre ses mains, le roule doucement pour en assouplir la poudre, puis le rend à son fils. Cette fois, quelques grains s'écoulent enfin sur la langue de l'enfant. Aussitôt, Timothy grimace. La poudre n'a pas le goût sucré et acidulé qu'il attendait. Elle est amère. Ronald se rend alors dans la cuisine et revient avec un verre de jus de fruits pour l'aider à avaler et faire passer ce goût décrit par son fils comme désagréable. Le garçon boit et quelques secondes suffisent pour que tout bascule. Timothy court vers les toilettes, vomit, gémit. Son père tente de le soutenir, mais le corps du petit garçon se raidit, secoué de convulsions. En un instant, la vie s'échappe. Halloween vient de se transformer en cauchemar. Alors O'Brien compose rapidement le numéro des urgences. Sa voix tremble, il demande de l'aide. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus trouent la nuit humide de Deer Park. Les secouristes s'affairent, soulèvent le petit corps inerte de Timothy et le conduisent vers l'hôpital local. Malgré tous leurs efforts, il est trop tard. L'enfant meurt moins d'1 heure après son arrivée. O'Brien est tout de suite interrogé par les secouristes. Leur incompréhension est totale. Timothy n'a que 10 ans. Pourquoi l'ont-ils retrouvé dans le coma ? Pourquoi est-il mort ? 2 fois, alors qu'il tente de raconter les faits, Ronald s'interrompt, prétexte un malaise et disparaît aux toilettes. Son récit se trouble, ses mots se perdent. Il finit par évoquer les Pixie Sticks. Selon lui, c'est après avoir goûté à la poudre sucrée que son fils s'est effondré. La police de Pasadena est immédiatement alertée, puisqu'à en croire le père de famille, quelque chose dans ces bonbons a tué l'enfant. Les autorités contactent aussitôt le chef des médecins légistes du comté. L'homme pose une seule question. L'haleine du garçon dégage-t-elle une odeur particulière ? Après un bref coup de téléphone à la morgue, la réponse tombe. L'haleine de Timothy dégage en effet une odeur étrange. Elle sent fortement l'amande. Odeur typique lors d'un empoisonnement au cyanure. Le corps du petit Timothy est autopsié. Les médecins analysent le contenu de son estomac. Ils y découvrent 16 mg de cyanure. Son sang, lui, en contient 0,4 mg par litre. La dose létale chez un adulte se situe entre 0,2 et 0,3 mg. Timothy n'avait aucune chance. Le poison a agi vite. Convulsions, chute de tension, ralentissement cardiaque, détresse respiratoire. Puis, la perte de connaissance, le coma et enfin la mort. Des antidotes existent dans certaines situations. Faut-il encore connaître les raisons de tels symptômes ? Et le taux de cyanure dans le sang, dans le cas de Timothy, compliquait encore davantage les choses. Une véritable horreur. Les autorités saisissent toutes les friandises récoltées par les familles O'Brien et Bates. Par chance, aucun autre enfant n'a goûté aux Pixie Sticks. L'analyse révèle que la poudre normalement sucrée et sans danger contient assez de cyanure pour tuer 2 à 4 adultes. Toutes les pailles sont contaminées. Et souvenez-vous du jeune garçon croisé devant la maison des Bates, à qui Ronald avait remis la dernière paille restante. Eh bien, il est passé de peu de finir dans le même état que Timothy. Une fois rentré chez lui, il a demandé à sa mère s'il pouvait manger la friandise offerte par M. O'Brien. Elle a alors refusé, lui promettant qu'il pourrait la manger le lendemain après-midi, après l'école. Quand les enquêteurs viennent frapper à leur porte,
Les parents sont pris de panique. Impossible de retrouver le bonbon. Nous sommes en pleine nuit. Ils se précipitent à l'étage. Dans le lit, leur fils dort paisiblement. Et dans sa main, toujours serrée, se trouve la paille empoisonnée intacte. Le garçon a chipé en douce la friandise. Le plastique scellé par une agrafe, l'enfant n'a pas réussi à l'ouvrir. Il vient sans le savoir d'échapper à la mort. La nouvelle du décès de Timothy se répand comme une traînée de poudre. La peur envahit Deer Park, Pasadena et tout le comté de Harris. Des dizaines de parents se présentent au commissariat, les bras chargés de friandises, terrifiés à l'idée que leurs enfants aient pu, eux aussi, recevoir des bonbons contaminés. Mais les analyses sont formelles. Seules 5 pailles Pixie Stix contiennent le poison. 5 friandises ouvertes, remplies de poudre de cyanure, puis refermées avec une agrafe. Les autorités n'ont plus de doute. Il faut comprendre d'où viennent ces bonbons mortels et surtout qui a pu les distribuer. Bien sûr, Ronald O'Brien est interrogé. Les enquêteurs veulent savoir d'où viennent les Pixie Stix. Mais O'Brien hésite, bafouille, se contredit. Il prétend ne plus se souvenir. Les agents le fixent, sceptiques. La tournée n'a pourtant couvert que 2 rues de Pasadena à cause de la pluie. Le trajet est court, parfaitement identifiable. 3 fois, ils refont le parcours ensemble. Et 3 fois, O'Brien reste évasif. Puis soudain, il s'arrête devant une maison. « C'est celle-là, dit-il. » La fameuse maison silencieuse où personne n'avait répondu. Il affirme que le propriétaire n'avait pas allumé la lumière, qu'il avait simplement entrouvert la porte et tendu, dans l'ombre, 5 tubes de Pixie Stix. Un bras seulement, précise-t-il. Un bras d'homme, poilu. La maison appartient à Courtney Melvin, contrôleur aérien à l'aéroport de Houston. Sa femme, ce soir-là, a distribué des bonbons jusqu'à 18h45, heure à laquelle elle n'en avait plus. Ensuite, elle a éteint les lumières et fait semblant de ne pas être là. Elle affirme n'avoir vu ni O'Brien, ni les Bates, ni aucun des enfants présents à la tournée. Et surtout, elle affirme ne pas avoir distribué de Pixie Stix. Courtney Melvin, lui, possède un alibi irréprochable. Il est de service à la tour de contrôle ce soir-là, et plus de 200 témoins confirment sa présence. Il ne rentre chez lui qu'à 23h. Les policiers écartent aussitôt Melvin de la liste des suspects et refont encore le trajet des familles Bates et O'Brien, inspectent chaque maison, chaque panier de friandises. Mais rien. Ils ne trouvent aucune trace de ces bonbons. Les Pixie Stix semblent venir de nulle part. Mais les enquêteurs commencent à trouver que quelque chose dans l'attitude de Ronald O'Brien ne colle pas. Pourquoi a-t-il hésité lorsqu'on lui a demandé d'où venaient les Pixie Stix? Comment un père attentif peut-il oublier la maison exacte où il aurait reçu ces bonbons qui ont tué son fils? Cette amnésie soudaine intrigue. Les policiers décident alors de s'intéresser de plus près à l'homme. Très vite, ils découvrent que Ronald O'Brien est un homme criblé de dettes. Des dettes énormes. Plus de 100 000 $, soit près de 640 000 $ d'aujourd'hui. Sa voiture est sur le point d'être saisie, ses prêts bancaires ne sont plus remboursés, et la maison familiale qu'il possédait avant d'emménager à Deer Park a déjà été saisie par la banque. En fouillant plus loin, les enquêteurs tombent sur un élément troublant. En janvier 1974, O'Brien adhère à une assurance vie. Chaque membre de sa famille a signé. Tous sont donc couverts par une assurance vie de 10 000 $. Son épouse s'oppose à cette décision, estimant que même les faibles primes pèseraient inutilement sur le budget familial déjà serré. Considérant également que l'assurance vie pour les enfants est une dépense superflue. Malgré l'avis contraire de sa femme, Ronald, lui, ne s'arrête pas là. Fin septembre, il souscrit à de nouvelles polices d'assurance. 20 000 $ sur la tête de Timothy, 20 000 $ sur celle d'Elizabeth.
Mi-octobre, il renouvelle encore l'opération, portant le total à 100 000 $ sur la vie de ses 2 enfants. Ces 2 enfants sont alors couverts par plusieurs polices d'assurance vie pour un total de 100 000 $, tandis que lui-même n'est assuré qu'à hauteur de 10 000 $. Le père de famille, le diacre respecté, l'homme de foi, vit sur une montagne de dettes et vient tout juste d'assurer lourdement ses enfants. Mais les enquêteurs commencent à être envahis de certitudes lorsqu'ils découvrent que, dès le lendemain de la mort de son fils, Ronald O'Brien téléphone aux compagnies d'assurance pour se renseigner sur la marche à suivre, afin d'obtenir l'argent des assurances vie. Le père éploré se révèle pressé, très pressé. Fort de cette nouvelle information, les officiers obtiennent donc un mandat de perquisition pour fouiller son domicile. Ils y trouvent une paire de ciseaux sur laquelle les analystes détectent des résidus de plastique identiques à ceux des emballages de Pixie Stix. Rien d'autre. Donc pour résumer, l'homme croule sous les dettes, 100 000 $, une somme colossale pour l'époque. Il a apparemment des troubles de la mémoire puisqu'il indique une maison qui ne peut pas être celle de la personne responsable de la mort de Timothy. Et surtout, il contacte ses assureurs moins de 24 heures après le drame. C'est suffisant pour douter. Mais à l'époque, pas de test ADN possible. Et seulement un peu de plastique retrouvé sur une paire de ciseaux à son domicile suite à une perquisition ne peut pas faire de lui un meurtrier. Mais vous allez voir que Ronald O'Brien n'était pas seulement un homme cupide. Il était aussi d'une stupidité désarmante. Car au fil de l'enquête, il va laisser derrière lui une quantité de preuves accablantes, si nombreuses, si évidentes, que cela en devient presque sidérant. Car voici tout ce qui a été rapporté aux enquêteurs au fur et à mesure de l'enquête. En août 1974, O'Brien demande à un fournisseur de son entreprise d'optique s'il peut se procurer du cyanure, prétextant vouloir nettoyer des montures dorées. Une requête étrange. Le cyanure n'est plus utilisé dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Début septembre, il appelle un ancien collègue de l'industrie chimique, prétend suivre un cours de chimie à l'université et s'étonne de l'ignorance de son professeur sur les différents types de cyanure. Il discute longuement du produit, de ses variétés, de ses effets, et surtout de l'endroit où s'en procurer. Sous couvert de curiosité, Ronald se renseigne même sur les doses mortelles et sur la manière dont les médecins légistes détectent les poisons dans un corps humain. Peu avant Halloween, il se présente dans une boutique de produits chimiques à Houston. Il souhaite acheter une petite quantité de cyanure. Le plus petit conditionnement disponible est un récipient de 5 livres, soit un peu plus de 2 kilos. Trop volumineux selon lui, il quitte le magasin. Mais avant, il demande au vendeur la liste d'autres fournisseurs. Le jour d'Halloween, un client de la boutique d'optique affirme l'avoir aperçu sur le parking, une agrafeuse et un sac non identifié à la main. Quelques heures plus tard, O'Brien répare les lunettes de ce même client. Au cours de leur échange, il évoque les doses mortelles de cyanure. Bon, celle-ci, c'est peut-être quelqu'un qui ne l'aimait pas, mais si c'est vrai, c'est parfaitement lunaire. Donc, mode opératoire, cyanure, cyanure, cyanure. Mais du côté du mobile, c'est-à-dire l'argent. Eh bien, le 23 octobre 1974, il informe sa caisse de crédit qu'il s'attend à recevoir une grosse somme d'argent avant la fin de l'année. Il obtient alors un report de ses paiements jusqu'en janvier 1975. Ensuite, il confie à un collègue son intention de quitter son emploi mi-novembre. Et quelques jours avant Halloween, il parle à son ami Jimmy Bates d'acheter une maison. La conversation se termine par une demande étrange. Ne rien dire à son épouse sur ce projet de maison. Mais ce n'est pas tout. Non, puisque le comportement d'O'Brien après le drame achève de le trahir. Sa belle-sœur et son beau-frère affirment que le jour même des funérailles,
il parle ouvertement de ce qu'il fera avec l'argent des assurances. De longues vacances et de nouveaux achats matériels. Certains racontent qu'au cimetière, il affiche la douleur d'un père brisé, allant jusqu'à prononcer un éloge funèbre poignant, ce qui pourrait sembler normal. Mais ces mêmes personnes disent qu'en privé, il ne ressemble absolument pas à un homme venant de vivre un énorme traumatisme émotionnel. Et pour terminer, lors d'une conversation avec Jimmy Bates, il déclare même ne pas comprendre pourquoi on chercherait un coupable, notifiant qu'on ne peut imputer la mort de Timothy à qui que ce soit, ne ressentant ni colère ni injustice. Bien que la police n'ait jamais pu déterminer quand ni où Ronald O'Bryan avait acheté le cyanure, l'enquête ne laisse plus aucun doute. Le 5 novembre 1974, il est arrêté pour le meurtre de son fils Timothy. Il est inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes et de 4 chefs de tentative de meurtre. Car dans son plan macabre, O'Bryan ne s'est pas contenté d'empoisonner son propre fils, puisque pour dissimuler son crime, il a également distribué les bonbons mortels à sa fille et à 3 autres enfants, espérant que l'un d'entre eux, par sa mort, donne plus de crédibilité au fait que ses propres enfants n'étaient pas visés, et ainsi détourner les soupçons de lui-même. En réalité, si sa fille était décédée, il aurait touché une somme encore plus importante. Mais par chance, ni elle, ni les autres enfants n'ont consommé les bonbons empoisonnés. La presse le surnomme alors The Candyman, l'homme qui a tué Halloween, ou encore le tueur aux Pixie Sticks. Le procès s'ouvre le 3 juin 1975. Ronald O'Bryan plaide non coupable. Ses avocats parlent d'un homme mystérieux, un inconnu profitant d'Halloween pour répandre le poison dans les bonbons des enfants. Un tueur fantôme. Mais personne n'y croit. Les témoignages se succèdent, amis, collègues, proches, et tous témoignent contre Ronald. Après seulement 46 minutes de délibération, le verdict tombe. Coupable de meurtre avec préméditation. La sentence, la peine capitale, la peine de mort. Pendant près de 10 ans, Ronald O'Bryan a fait des demandes d'appel pour échapper à son funeste destin. Il fut finalement exécuté le 31 mars 1984, après avoir épuisé toutes ses options. À l'époque, la Cour suprême américaine venait de décréter que la chaise électrique constituait un acte cruel. Ronald fit alors l'objet d'une injection létale. Il aurait pu éviter cette sentence. Pour cela, la chose intelligente à faire aurait été de se confesser et de demander grâce. Pour que sa vie soit épargnée, il suffisait de convaincre un seul jury. En fait, cette stratégie n'avait qu'un seul problème. Ronald Clark O'Bryan était un idiot. Alors qu'il attendait dans le couloir de la mort, Brian a été décrit comme sans amis. Il a été rejeté par ses codétenus. Et devant la prison, le jour de son exécution, plus de 300 personnes se rassemblent ce jour-là pour hurler des bonbons ou un sort. Cette histoire a profondément marqué les esprits. Et j'ai voulu savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Et au fil de mes recherches, j'ai d'abord trouvé des articles rassurants, rappelant qu'il ne fallait pas croire à toutes ces rumeurs de bonbons piégés ou empoisonnés. Mais ensuite, je suis tombée sur d'autres faits. Des histoires réelles, bien plus récentes, qui m'ont glacé le sang. Par exemple, dans les années 2000, à Minneapolis, un homme souffrant de troubles mentaux a glissé des aiguilles dans des barres chocolatées, qu'il a ensuite distribuées aux enfants, faisant la tournée des maisons. Un adolescent a été légèrement blessé. Ou alors, je crois que c'est en 2015, au Canada, dans le sud-ouest de l'Ontario, la police a ouvert une enquête après la découverte de lames de rasoir dissimulées dans des barres chocolatées. Et là, cette année au Texas, lors d'un défilé d'Halloween, la police de Santa Fe a été alertée par au moins 3 familles que des épingles à coudre avaient été retrouvées plantées dans des chocolats lancés à la foule.
Heureusement, personne n'a été blessé. J'ai même retrouvé les publications des parents sur les réseaux sociaux attestant de la véracité de ces faits. Donc voilà, ces histoires existent encore aujourd'hui. Rares, isolées, mais bien réelles. Cependant, depuis le petit Timothy O'Brien, aucun enfant n'a plus jamais été tué à cause d'un bonbon empoisonné. Et j'ai découvert le véritable danger d'Halloween pour les enfants. Et ce ne sont pas les friandises. Le principal risque pour les enfants ce soir-là, ce sont les voitures. Aux États-Unis, les jeunes de 4 à 8 ans ont 10 fois plus de risques d'être tués par une voiture le soir d'Halloween que n'importe quel autre jour de l'année. Bon, j'attends vraiment avec impatience les Américains et Canadiens dans les commentaires. Est-ce que on vous racontait des histoires comme ça quand vous étiez enfant, ou est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de faits? Ça m'intéresse énormément. Quand je vois le nombre de choses, le nombre de rumeurs, le nombre d'histoires qui traînent, je veux savoir si vous, ça faisait partie de votre quotidien. Sinon, si vous êtes ici jusqu'à la fin, je vous laisse écrire dans les commentaires le mot karma. Parce que ce gros nul de Ronald l'a payé très cher. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et une fois de plus, je vous ai laissé mes réseaux sociaux en description. Allez faire un tour, ça coûte rien. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là. Attention au monsieur bizarre qui vous propose des bonbons. Et surtout, prenez soin de vous.